Ces récentes images viennent d'une population au Pérou qui n'est jamais entrée en contact avec le reste du monde. Les gars ne sont ni au courant pour les législatives, les tractations du PS ou même de l'existence d'Olivier Faure. Et pourtant, ils arrivent à vivre. C'est fou quand même. Heureusement, vous êtes sur Actu Réfractaire, donc vous êtes au courant jour après jour de cette actualité. Et pas que de ça, heureusement, on parle aussi d'autre chose. C'est la rentrée officielle pour les députés. 2 semaines après le second tour, ils font leur retour officiel au Parlement. Et qui dit rentrée au Parlement, dit élection pour savoir qui va diriger les postes clés de l'Assemblée. Et oui, puisque l'Assemblée gère elle-même ses représentants d'après le règlement intérieur de l'Assemblée elle-même. Et ils ont donc aujourd'hui élu leur président de l'Assemblée qui siégera au perchoir, comme on dit. C'est le 4e personnage le plus important de l'État présent dans les cérémonies officielles. Et son rôle, c'est de diriger les délibérations, de faire respecter le règlement quand ça l'arrange et de lever les séances. Le président de l'Assemblée fait aussi partie du Conseil constitutionnel et fait partie des rares contre-pouvoirs à l'article 16 qui donnerait les pleins pouvoirs d'État à Macron. Alors, il y a le président, mais il y a aussi les 6 vice-présidents qui le remplacent régulièrement au perchoir. Alors, on a vraiment attendu le dernier moment pour savoir qui va être élu président de l'Assemblée nationale, sauf que ils sont toujours pas décidés. Là, c'est le second tour, il peut y avoir jusqu'à 3 tours, donc on saura ça en fin de soirée. Sauf que la vidéo est déjà diffusée à ce moment-là, donc on va vous en parler évidemment demain pour votre prochaine Actu Réfractaire, promis. Après ça, il y a aussi le bureau, qui est l'instance de décision en cas de conflit, quand il faut mettre des sanctions ou lever l'immunité d'un élu. C'est une instance collégiale, en gros ça veut dire qu'il y a plein de députés différents dedans, et le nombre de membres est réparti selon le nombre de députés de chaque groupe. Enfin, il y a les commissions thématiques, là où sont travaillées et approfondies les propositions de loi. La plus importante, la commission des finances, revient normalement au plus grand parti d'opposition. En 2022, c'était Éric Coquerel de LFI, et cette année, c'est un peu flou. Qui est l'opposition en fait? En fait, vu qu'il n'y a pas de gouvernement officiellement nommé issu de l'Assemblée, on sait pas vraiment qui est d'opposition. On passe maintenant à Olivier Faure, qui en a marre des négociations du NFP. Lui, maintenant, il veut que les députés votent entre Bello et Toubiana pour être candidat à Matignon. Vous savez, le palais réservé au Premier ministre. L'idée, c'est de trancher et de trouver rapidement un nom. Réponse de Clémence Guettet, une cadre de LFI, pas une très bonne idée. Je pense que la personne qui sera nommée à Matignon a devant elle une tâche immense. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un cadeau. C'est une exigence que cette personne tienne bon, soit à la hauteur, et qu'elle ait derrière elle un bloc uni, toutes les composantes du nouveau Front populaire, parmi lesquelles M. Macron et la Macronie en général essayent déjà de trier. Les insoumis, ce serait moins bien que d'autres. Bon, bref. On comprend que ça n'a pas mais donc, j'ai répondu très clairement à votre question. Je pense que nous allons aboutir, que nous pouvons aboutir avec la méthode que nous avons employée. Bon, derrière, il y a aussi une autre logique. Toubiana, la candidate du PS, veut se compromettre avec Macron et le fera donc au nom du NFP, ce que les insoumis ne veulent absolument pas. Et si cela arrive, LFI devra quitter l'alliance et seront accusés d'avoir cassé l'union. Les insoumis préfèrent donc jouer la montre et attendre que le PS, face à l'impossibilité d'avoir un candidat macroniste au NFP, aille de lui-même vers Macron pour les accuser ensuite de trahison. La candidature de Bello revient à ça. La communiste insoumise, même soutenue par le NFP, sera refusée par Macron ou l'Assemblée, mettant de fait le NFP dans une situation d'opposition et poussant le PS à aller vers Macron pour former la seule alliance politique possible, celle du PS, Macron et des LR. D'ailleurs, concernant Bello, le média Arrêt sur Image a enquêté pour répondre à une question: qui a tué la candidature de Huguette Bello? En effet, il y a quelques jours, la candidature de la communiste insoumise faisait presque l'unanimité. Le PCF et LFI étaient largement favorables. Le PS, lui, par contre, était contre. La candidature trop radicale de Bello l'empêcherait d'avoir le soutien des macronistes et donc pas de poste au gouvernement pour le PS. Olivier Faure a alors convoqué une réunion extraordinaire du Conseil national du PS. Et là-bas, il a annoncé que les écolos étaient indécis pour la candidature de Bello. Voilà, une prise de position suffisante pour que le PS s'oppose à la candidate réunionnaise sans se faire passer pour les bloqueurs. Et quelques heures plus tard, face au désaccord, Bello retire sa candidature.
Sauf qu'en réalité, d'après Arrêt sur Image, qui a pu consulter les SMS des négociateurs, les écolos étaient très enthousiastes avec la candidature de Bello. Ils voulaient juste la rencontrer en visio avant de se prononcer définitivement. Le PS a donc balancé publiquement une fausse position des écolos pour justifier leur blocage. Et les écolos, bonne poire, n'ont pas plus protesté que ça, visiblement, vu qu'ils se sont ralliés le lendemain vers la candidature PS de Toubiana. Mais tous ne sont pas comme ça chez les écolos. Rousseau a redit à la télévision qu'elle soutenait la stratégie des Insoumis, disant que c'était une question d'éthique fondamentale de ne pas trahir le vote des électeurs, notamment sur le programme. Bon, on va passer à un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler agriculture et plus précisément pesticides. Ces questions, elles ont fait la une récemment et elles nous montrent qu'en matière d'agriculture, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Par exemple, au Brésil, la culture du soja, elle est liée directement à notre agriculture, parce que c'est le soja brésilien qui nourrit les porcs et les volailles des élevages intensifs français. Et ce soja, il pousse grâce à quoi? Eh bien, grâce à des produits phytosanitaires européens interdits chez nous depuis longtemps, mais exportés au Brésil. Le plus utilisé, vous le connaissez probablement, c'est le glyphosate, avec aussi un autre herbicide, le 2,4-D, qui est en fait un composant de l'agent orange qui a été utilisé durant la guerre du Vietnam contre la population. Eh bien, le Brésil est l'un des plus gros utilisateurs de pesticides, avec près de 720 000 tonnes en 2021, soit 20% du total mondial, d'après l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En décembre, le président Lula a fait passer une loi qui facilite l'autorisation de nouveaux pesticides. D'après une enquête de Reporter Brasil, le gouvernement de Lula aurait utilisé cette loi comme monnaie d'échange pour obtenir le soutien des députés pro-agro-industrie à une réforme constitutionnelle. Ces députés, qui occupent la moitié des sièges au Parlement, utilisent souvent ce genre de chantage pour forcer le gouvernement à aller dans leur sens. Cette mesure, réclamée par l'agro-industrie depuis 1999, a été retardée à cause de ses impacts sanitaires et environnementaux. On peut le voir avec les données du ministère de la Santé brésilien sur les gens intoxiqués par les produits phytosanitaires. Ces infos sont accessibles au public au Brésil, contrairement à la France et d'autres pays européens. Une ONG européenne, PAN, Pesticide Action Network, se bat pour obtenir cette transparence sur le vieux continent. Mais tout ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, le problème est bien plus vaste. Il y a plein de cas de maladie de Parkinson, de soucis hormonaux et tutti quanti, mais comme ces problèmes ont plusieurs causes, c'est difficile de les lier à un seul phénomène. Les aliments produits au Brésil et exportés vers l'Europe contiennent donc des résidus de ces produits. La contamination touche donc aussi les Européens qui mangent les produits dopés aux phytosanitaires toxiques. Malgré les profits énormes du lobby agro-industriel, l'agriculture brésilienne ne nourrit même pas sa propre population. Le Brésil est le 8e plus gros importateur de blé, principalement d'Argentine, et la population subit une inflation alimentaire qui a atteint 11,3% en mars 2022. Pendant la pandémie, 33 millions de Brésiliens, soit 15% de la population, ont souffert de la faim. Bon, puis en plus, il y a une déforestation massive, des conditions de travail proches de l'esclavage et un génocide des populations autochtones. Tout ça pour les multinationales de pesticides. Quant à ceux qui résistent au lobby agro-industriel, le Brésil est en tête des classements des assassinats de défenseurs de l'environnement. Le climat d'hostilité envers les écologistes n'a pas changé depuis la fin de l'ère Bolsonaro. La géographe Larissa Mies Bombardi, qui a écrit Pesticides, un colonialisme chimique, a même dû s'exiler en Belgique pour échapper aux menaces des défenseurs de l'agro-industrie. C'est sur ça qu'on termine cet épisode d'Actu Réfractaire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, et si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee, le lien est en description. Et prenez soin de vous. Ciao, à demain, même heure.